notre deuxième panel sur la décarbonisation de l'énergie au Canada 2023. Ce qu'il faudra pour rendre notre économie verte. Pour ceux qui n'ont pas participé à beaucoup de nos événements, ce n'est pas un événement hebdomadaire. C'est un hasard, en fait, que nous en avions eu deux en 2 semaines. Je suis ravie d'être à la tête de cette réunion avec les sénateurs Kutcher et j'aimerais remercier le personnel et les interprètes. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à nos nouveaux sénateurs qui sont parmi nous aujourd'hui. J'aimerais reconnaître que notre séance d'aujourd'hui se tient sur le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Ils sont ici depuis le temps immémorial. Nous avons la chance d'avoir 3 panélistes avec nous pour parler de la décarbonisation de l'énergie au Canada, ainsi que l'importance d'accroître notre capacité électrique pour respecter les besoins de l'avenir. Avec la croissance de notre système énergique, les questions de fiabilité, d'énergie, d'abordabilité sont des enjeux clés. Nous avons avec nous 3 experts qui partageront leurs perspectives importantes sur cette transformation. Nous avons Carol Lee, qui travaille sur l'atténuation à l'Institut canadien du climat. J'ai eu la chance de la rencontrer à COP27. Nous avons aussi Anthony Haynes, qui est président et PDG de Toronto Hydro. Howard Weston, notre collègue retraité, qui fait partie de l'équipe d'Anthony et nous a présenté, en fait, l'année dernière. Merci de vous lever tôt. Dr. Sarah Hastings-Simons, qui est professeure adjointe à l'Université de Calgary. Vous êtes une femme très intéressante. Vous êtes experte en innovation et en politique reliée au climat. Et comme vous le savez, notre panel porte là-dessus aujourd'hui. Il y aura un exposé de chaque panéliste. Et après leurs exposés, sénateur Kutcher va faire la modération des questions et réponses. Au bas, à droite de votre écran, vous avez l'icône pour sélectionner l'interprétation si vous en avez besoin. Veuillez cliquer sur cette icône et choisir la langue de votre choix. Pour prendre la parole pendant la réunion, vous aurez besoin d'un casque conforme et nous avons bien hâte d'entendre votre perspective. Nous avons planifié, en fait, ça fait longtemps que nous avons planifié ce panel et c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Je vais céder la parole à notre première panéliste, Carolyn Lee. J'habite à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, et elle a des liens avec cette région aussi. Pouvez-vous nous parler des résultats du rapport The Big Switch et nous parler aussi de fédéralisme électrique? Caroline, je vous cède la parole. Merci, cher sénateur. J'apprécie l'invitation de vous parler aujourd'hui. Juste un instant. Je ne peux pas partager mon écran. J'ai des diapositives, alors si vous pouvez me permettre de les partager, ce serait bien. Sinon, je peux le faire sans partager mon écran. Merci, Lauren. Mais je vais commencer. Comme l'a dit la sénatrice Coyle, je vais vous parler de notre travail à notre institut dans le rapport qui s'appelle The Big Switch. Cela a été publié la semaine dernière, donc ce qu'il faut pour aligner le système canadien électrique avec nos objectifs de décarbonisation. Je vais m'aligner sur 2 questions. Alors, d'abord, quels changements doivent être apportés dans un système électrique pour atteindre nos objectifs de carboneutralité? Mais on veut faire plus, être plus propre et on veut faire les choses de façon plus intelligente. C'est nécessaire pour être efficace. Deuxième question porte sur le comment. Comment apporter ces changements?
Merci, Lauren. Je vais juste tenter de partager mon écran. J'espère que vous pouvez bien voir ma présentation. Je vais passer à la première partie donc. Quels changements sont nécessaires dans les systèmes électriques du Canada pour atteindre nos objectifs de carboneutralité? Nous le savons, mais il faut le répéter. Pour appuyer cette électrification, les études nous disent que nous devons d'abord accroître nos réserves. Il faut en fait les doubler ou même tripler d'ici 2050. Une croissance importante pour les prochaines décennies. Plus propre. Le tableau à l'écran vous démontre les différentes sources d'énergie pour atteindre la carboneutralité. Ça va peut-être vous sembler évident, mais il est important d'avoir des sources propres d'énergie. L'énergie croissante de carboneutralité est créée par justement l'énergie hydroélectrique, solaire, nucléaire et éolienne. Et il faut éliminer les sources d'énergie polluantes. Donc, l'électricité qui nous vient de combustibles fossiles doit être éliminée, en fait. Troisièmement, il n'est pas uniquement une question d'augmenter ou de baisser certaines sources d'électricité, mais n'oubliez pas que nous avons déjà une base d'électricité non émetteur, en fait. Par exemple, le nucléaire. Donc voilà pour l'aspect propre. Maintenant, agir de façon plus intelligente. C'est pour se pencher des réserves qui nous viennent de l'énergie solaire et éolienne. Il n'y a pas toujours du vent et le soleil n'est pas toujours là. Ce sont des défis à surmonter, mais il y a différentes façons de régler justement cette variabilité à travers la technologie et différentes approches que vous pouvez voir à l'écran. Donc oui, c'est un défi, mais c'est surmontable. Donc Donc voilà pour mon premier point. Maintenant, passons à comment apporter ces changements. Je vais vous parler de 4 recommandations à haut niveau. Si ça vous intéresse d'y aller plus en détail, vous pouvez lire notre rapport In the Big Switch qui donne beaucoup plus de détails. J'ai 4 recommandations et en fait une 5e à la prochaine diapo. La première est de changer notre approche au Canada, donc d'éliminer le prix sur le carbone pour qu'il y ait plus d'incitatifs. Deuxième point, une recommandation pour tous les niveaux du gouvernement. On recommande en fait qu'on devrait utiliser des fonds publics pour investir dans les systèmes électriques. Nous croyons que, avec le système d'électricité qui a tant d'avantages pour le public, la décarbonisation de l'électricité est à la tête de nos efforts de décarbonisation. Ces investissements, donc, devraient être défrayés par le public, les contribuables. Le troisième point porte sur les gouvernements provinciaux et nous croyons qu'ils devraient demander aux producteurs énergiques de viser des objectifs de carboneutralité.
Leur travail est essentiel pour la prise décisionnelle et l'investissement. Alors, de préciser des objectifs de carboneutralité pour ces institutions, les forcer à développer des plans, fera en sorte que tous les partis ont le même objectif. Quatrième recommandation maintenant, que tous les niveaux du gouvernement devraient avoir une meilleure coordination et intégration de leur système énergétique. Et nous savons que lorsqu'il y a une meilleure connexion, ça permettra au Canada d'atteindre ses objectifs de carboneutralité, mais c'est aussi important pour la résilience. Voilà les 4 recommandations principales. Et je vais vous présenter maintenant la 5e recommandation, donc le fédéralisme électrique. Si on examine les décisions prises sur la garde des enfants, par exemple, et autres, et on a quelque chose de similaire pour l'électricité. Le gouvernement pourrait offrir un soutien financier pour les provinces et territoires, mais il peut y avoir des conditions. Donc, les provinces devront respecter des principes de haut niveau. Cela inclurait l'obligation d'apporter des changements pour leurs institutions énergétiques. Deuxièmement, les provinces et les territoires devront développer des plans énergétiques régionaux et faire des évaluations pour atteindre les objectifs de carboneutralité. Et 3, participer à des groupes de travail. Par exemple, un groupe de travail qui examine la coopération interrégionale. Désolée, je suis passée trop rapidement à ma prochaine diapo. On propose ceci parce que ce soutien fédéral pourrait aider avec les investissements en électricité et en énergie. Ça pourrait aussi atténuer les prix augmentants à cette énergie dans la transition énergétique. Ces conditions pour les provinces ne seraient pas prescriptives. Ça permettrait quand même aux provinces et territoires de maintenir leur autonomie et gérer leur façon d'atteindre cet objectif de carboneutralité, mais on aurait justement une confirmation que les provinces visent cet objectif de carboneutralité. Donc voilà, c'est tout pour mon exposé. Vous pouvez consulter le rapport de Big Switch sur notre site web et j'ai hâte de répondre à vos questions. Thank you so much. Merci beaucoup, Caroline. Il y avait beaucoup d'informations. Being so concise and Merci de nous avoir donné autant d'informations. Nous allons certainement partager votre présentation, si ça ne vous dérange pas de nous l'envoyer. Nous allons la distribuer à tous les membres parce qu'ils ne sont pas tous présents. Nous partagerons également le rapport The Big Switch. Il s'agit d'un excellent rapport et je le recommande. our other panelists. Alors, merci d'avoir commencé. Maintenant qu'ils ont vu ce que vous avez présenté, les autres panélistes pourront peut-être commenter. Nous céderons maintenant la parole à Anthony. Je me souviens de vous avoir parlé, de vous parler depuis très longtemps. Il est responsable d'une importante entreprise d'énergie, Toronto Hydro. Alors, j'aimerais l'entendre parler de cette transition énergétique. Ça ne se passe pas seulement au Canada. Évidemment, on parle du Canada, mais il existe également des occasions au-delà de nos frontières canadiennes. Alors, maintenant, nous voudrions savoir quelle est l'histoire derrière cette entreprise, quel est le contexte de cette transition, quels sont les défis auxquels votre entreprise fait face ou les échéances. Quels seraient vos conseils pour ceux qui élaborent les politiques? Alors, merci d'être avec nous, Anthony. La parole est à vous.
Merci beaucoup. La majorité de ce que j'allais dire fait écho à ce qu'a dit Caroline. Je donnerai une opinion qui présente plutôt ce qui se passe en première ligne. D'abord, je suis honorée d'être ici, mais c'est également une passion. J'aimerais dire quelque chose un peu qui sème un peu la controverse. Évidemment, nous avons un objectif sans avoir un véritable plan pour y arriver. Alors, nous n'avons pas vraiment de plan pour atteindre cet objectif de 1,5 degré. De plus, les plans présentés par le gouvernement sont plutôt des aspirations et non des plans. Alors, comment pourrons-nous transformer cette aspiration en un plan tangible? Bref, je suis honorée de faire partie de cette conversation. Alors, continuons de parler un peu de ce dont parlait Caroline. Quand on parle de gaz à effet de serre, on parle d'émissions provenant des véhicules ou du chauffage. Lorsqu'on parle de la transition, tous ces morceaux de casse-tête ont chacun leurs attributs. On doit penser à si on veut bouger ces pièces tout en même temps parce qu'ils auront tous des répercussions différentes sur nos réseaux. Par contre, c'est un sujet pour un autre jour. J'aimerais vous parler de la situation en Ontario d'aujourd'hui. On a un budget d'environ 20 milliards de dollars si on prend en compte tous les éléments différents. Caroline a parlé des subventions qui proviennent du gouvernement fédéral. C'est quelque chose qui se passe en Ontario, notamment dans le domaine de la production de charbon. À l'heure actuelle, le gouvernement soutient environ 8 milliards de dollars. En Ontario, on se retrouve donc avec une industrie de 28 milliards de dollars. Pour Toronto, il s'agit de la ville qui a affiché la plus importante croissance au Canada. Des importantes villes aux États-Unis affichent ensemble le même genre de croissance que Toronto. Alors, il faut trouver une façon de répondre à cette croissance de demande. Alors, on doit prendre en compte tout l'équipement qu'on retrouve dans les infrastructures et trouver une façon de soutenir cette croissance sans ajouter de grandes capacités de génération. On fait face à un défi de doubler, voire tripler la génération d'énergie. L'énergie proviendra principalement de sources centralisées. En Ontario, ça proviendra probablement du nucléaire. Il y aura également des changements au sein de plus petits réseaux. Ça pourrait venir de la réutilisation de l'énergie. Alors, je vais essayer de vous présenter le problème en général. Je crois que 70 proviendra de sources généralisées et au final, 10 du privé. C'est de cette façon qu'on arrivera à atteindre les objectifs. Parfois, on a l'impression de revenir en arrière et c'est à ce moment que la demande commence. Le plan du gouvernement à l'heure actuelle est de se tourner vers un réseau carboneutre à 70 %. Ce qu'on a de la misère à comprendre, c'est le rythme de cette transition. On a une obligation de servir. La croissance correspond un peu au squelette
du système. Et il y a beaucoup d'argent qui est injecté dans cette partie de l'infrastructure. Les prix ne seront pas fondés sur la demande, mais plutôt sur l'offre. C'est un problème à l'échelle internationale. On n'a pas assez de matériaux. Et nous avons de la misère à trouver des éléments essentiels à nos lignes de transport. Alors, on se retrouve avec des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Alors, je crois que ça déterminera un peu le rythme. Nous nous sommes penchés sur le prix. Carolyn a parlé de la tarification. Nous croyons que nous aurons besoin de 500 milliards de dollars pour gérer cette transition. On devrait également ajouter quelques milliards de dollars et environ 200 milliards de dollars pour l'équipement. Alors, quand on regarde tout ça ensemble, on vise le billion de dollars en investissement. Alors, on se retrouvera entre 70 et 100 milliards de dollars. Et c'est normalement à ce moment que je perds les politiciens dans la salle. Nous voulons augmenter notre génération de 20 à 30 par année. Je m'excuse si je vous ai surpris. Ça augmentera à chaque année. Ça implique qu'on laisse une trace. Nous devrons ajouter le prix de tout cela à la fin. Il faut seulement se poser la question si on peut le faire ou non. Et c'est ce qu'on retrouve au début de cette transition. Évidemment, il s'agit d'un enjeu qui n'est pas acceptable sur le plan politique. On pourrait en parler une autre journée, un autre jour ou plus tard aujourd'hui. Sur l'île de Vancouver, on essaie de ne plus utiliser le pétrole dans le domaine des pâtes et papiers. Au final, je crois qu'une telle situation démontrait ce qu'on pouvait faire après. Alors, c'est ce qui se passe au premier plan. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que nous avons besoin de solidifier le système. Je crois que les gens d'Ottawa seront d'accord. Les tempêtes ont des importantes répercussions sur notre réseau. Nous devons solidifier nos câbles pour qu'ils puissent survivre aux tempêtes lorsque des objets lourds comme des arbres tombent dessus. Alors, nous devons améliorer notre équipement. Carolyn a parlé des réseaux intelligents. Ça fait une décennie qu'on commence à ajouter des capteurs et c'est très long de répondre à ces besoins. Je vais vous donner une analogie. Aujourd'hui, à Toronto, on recueillera environ l'équivalent de 2000 annuaires téléphoniques en termes de données et c'est ce que nous ajouterons dans nos systèmes. Toutes ces données seront donc converties en information. Ensuite, l'information se transforme en décision. Il s'agit d'un élément essentiel de notre système. Il faut avoir cette idée centrale qui motive nos actions. Aujourd'hui, nous ajoutons environ 2000 générateurs à notre système. Nous avons ajouté d'importantes capacités de stockage. Nous pouvons maintenant voir ce qu'est le stockage sur le réseau et quels en sont les attributs. Pour l'Ontario, je crois qu'en fait, on a besoin d'un plan. J'en ai parlé publiquement. À l'heure actuelle, nous n'avons aucun plan en Ontario, alors nous avons besoin d'avoir un plan complet qui interpellera tous les acteurs. Nous avons besoin d'avoir une stratégie au niveau
de la chaîne d'approvisionnement et un plan qui n'ajoute pas de carbone au système. Nous avons besoin de mettre en place un système réglementaire qui peut régler cette incertitude. Actuellement, notre système a également des moyens de prévision. On doit s'assurer de protéger les actionnaires, mais également les clients. Alors, on doit élaborer un système réglementaire pour soutenir tout ça. On doit être en mesure de solidifier notre réseau. De plus, on doit être d'accord sur notre plan. Si nous ne sommes pas d'accord, on sait qu'on fera face à de la panique en bout de ligne. Alors, je crois que c'est comme ça que ça se produira et nous pourrons en parler un peu plus tard. Je crois que je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Anthony. Il y avait vraiment beaucoup d'informations dans ces quelques minutes et nous pourrons en parler plus tard. Nous pourrons parler des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Ce sont des choses simples, mais qui sont très importantes et souvent, on n'y pense pas. Nous avons besoin d'un réseau fiable à l'avenir et nous ne voulons pas faire face à un nouveau problème de pauvreté. Il y a beaucoup d'enjeux à ce niveau et je ne veux pas m'y pencher tout de suite et je passerai maintenant au prochain orateur. Alors, nous passerons maintenant à Sarah avant de répondre aux questions. Bienvenue, Sarah. Nous entendrons maintenant votre perspective par rapport aux défis qui viennent de cette transition et de la décarbonation de l'énergie au Canada. Vous parlerez notamment de la province de l'Alberta et comme d'autres personnes comme les autres panélistes l'ont fait, on aimerait entendre vos conseils et votre avis à ce sujet. La parole est à vous. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de parler ici aujourd'hui. Je crois que Caroline a donné un bon contexte, alors je ne passerai pas trop de temps là-dessus et je parlerai de ma perspective de la croissance nécessaire. On devra peut-être doubler. Il s'agit d'une croissance importante. We're talking about an annual growth rate in the range of 2 to 3%. On parle d'une croissance annuelle de 2 à 3 %. On a vu un besoin de croissance avant les années 90. Et donc, il est important de garder cela à l'esprit. Nous avons pu réduire nos besoins en réserve en raison d'efficacité. Et je pense qu'on oublie souvent que c'est un défi que nous avons surmonté par le passé. Le défi de la décarbonisation est différent. Par contre, selon là où on se trouve au Canada, je suis en Alberta, où on se fie beaucoup à l'énergie fossile. Nous avons moins de progrès que d'autres régions et nous avons différents défis que d'autres provinces. Et je vais vous parler aussi des solutions et qu'est-ce qu'elles pourraient signifier. Nous avons différentes possibilités qui se présentent à nous. Nous sommes rendus à un point où l'énergie solaire ou aérienne coûte parfois moins que d'autres sources d'énergie comme les combustibles fossiles traditionnels. C'est un phénomène mondial qu'on peut constater avec l'augmentation de l'énergie solaire et éolienne. Et les coûts, donc, sont à la baisse et on pourrait en profiter ici au Canada. Comme l'a mentionné Caroline, il y a un défi quant à la disponibilité de ces ressources. Alors oui, l'énergie fournie peut être abordable, mais d'avoir cette énergie disponible 24 heures sur 24 est important. Il faut diviser ce défi en deux parties, parce que d'abord, avoir assez d'énergie pour nos réseaux
peut être difficile, mais c'est le dernier 10% de l'énergie qui représente le plus grand défi. Le premier 70, 80, 90% de l'énergie est en fait atteignable, mais il faut voir qu'est-ce que nous pouvons offrir comme énergie sur à tous les heures. Et on a pu constater qu'on peut avoir 75% des demandes d'énergie annuelles avec ces ressources sans avoir beaucoup de besoin d'entreposage. Mais avec l'augmentation de ce chiffre, l'entreposage devient un outil utile pour réduire les coûts et construire plus de systèmes d'énergie éolienne et solaire. Dans le cas de l'Alberta et dans des provinces comme la Saskatchewan, il faut agir rapidement sur l'installation des ressources éoliennes et solaires. Ça va créer des emplois, des débouchés, du revenu pour les municipalités. Mais il faut agir plus rapidement. Mais en même temps, nous devons travailler sur les solutions pour ce dernier 10-20%. Mais ça ne doit pas nous arrêter d'aller de l'avant sur ces changements. Pour revenir à ce dernier 20% de décarbonisation qui représente un défi plus important, nous connaissons les solutions que nous devons mettre en place. Je pense que ces changements ont été bien décrits dans le rapport de Big Switch. Donc, entreposage, réponse à la demande et des liens entre les provinces. La majorité des villes en Alberta qui ont des ressources limitées en hydro sont en fait proches d'une province avec une capacité hydroélectrique importante. Donc, avoir une transmission interprovinciale serait très utile. Maintenant, pour le rôle que pourrait jouer le gouvernement fédéral, d'abord pour accélérer la construction de ces ressources propres dans les provinces qui utilisent surtout les combustibles fossiles, on doit se concentrer sur l'infrastructure au sein des provinces. Historiquement, la façon de créer cette infrastructure est on commence avec les lignes de transmission et cela ne fonctionne pas très bien dans l'énergie renouvelable. Et surtout, à la rapidité de développement nécessaire pour atteindre notre objectif d'énergie propre de 2030. Au Texas, par exemple, ils ont identifié des endroits où ils avaient des ressources renouvelables importantes. Et comme l'a mentionné Caroline, ils ont utilisé un financement du gouvernement pour créer ces lignes de transmission et ont vu plus de développement d'énergie propre lorsque ces liens étaient faits. Alors oui, ça prend des fonds, mais je pense que c'est une chose que le gouvernement fédéral pourrait faire pour aider l'Alberta à atteindre l'objectif d'énergie propre d'ici 2030. Il faut aussi un appui financier pour créer les lignes de transmission entre les provinces. Et là, il y a les défis techniques, mais un des défis les plus importants est la question des distributions et qui est gagnant, qui est perdant pour les générateurs d'énergie. Donc, il faut du soutien pour ces lignes de transmission, mais il faut savoir quel générateur serait moins bien desservi, par exemple l'Alberta et la Colombie-Britannique, et trouver une solution qui serait équitable pour tous. Je vais m'arrêter là et j'ai hâte de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Tous nos panélistes. Je pense qu'on aurait pu passer une demi-journée avec chacun d'entre vous et on n'aurait tout de même pas assez de temps pour vous poser toutes les questions nécessaires. Merci beaucoup pour votre travail. On va commencer avec
le sénateur Sorensen, sénateur Quinn, et j'ai des questions qu'on m'a posées dans le chat. Karen, je dois d'abord féliciter Sarah pour son art. Je suis sénatrice de l'Alberta et j'habite dans les Rocheuses, mais l'image que vous avez derrière vous, c'est quelque chose qu'on connaît bien à Banff. J'aimerais qu'on parle de financement et qui financera tous ces efforts. Et c'est l'exposé de Caroline qui m'a apporté à cette réflexion. J'étais politicienne municipale et je suis d'accord que il faut agir de façon urgente partout dans la société. Il y a, par contre, il y a une limite, à ce que veulent payer les contribuables. Même chose pour les frais d'utilisateur. J'aimerais qu'on pense à la façon de créer un incitatif pour des bons comportements. Mais ces fonds doivent venir en quelque part aussi pour favoriser les bons comportements. Est-ce qu'il y a une façon de pénaliser les mauvais comportements et prendre ces fonds pour favoriser des bons comportements? Mais en même temps, on veut qu'il n'y ait plus de mauvais comportements. Mais en tout cas, je vais commencer avec Caroline parce que ce sont ses commentaires qui ont inspiré ma question. Merci pour la question. C'est la théorie derrière les prix sur le carbone et la taxe sur le carbone. On veut créer un désincitatif et donc, si on a des comportements propres, on a l'avantage de ne pas payer cette taxe. Alors, en théorie, on pourrait prendre les fonds reçus des mauvais comportements et l'envoyer à ceux qui ont un bon comportement. Avec The Big Switch, c'est la première recommandation de changer notre approche. L'interprète regrette, mais les participants ne sont pas en sourdine. L'interprétation reprendra quand tout le monde sera en sourdine. Producers in the electricity system, they don't face the full price incentive for all of their generation. And that's because in that system, we allow a little bit of, let's say, buffer because of fears of competitiveness concerns. So this is actually tailored specifically for industries that might lose because of international competitiveness. But actually, in Canada, not much of our electricity is subject to those concerns. And so that's part of the why we think actually put the full price incentive on electricity generators in that system. And then you can disincentivize the bad behavior, which is emitting greenhouse gas pollution through fossil fuels. And then also at the same time, producers of clean electricity can also benefit. So, that's one reason why we made that recommendation. But I'm sure the other panelists have other things to say. Perhaps sort of staying in the same order, I'll just add a couple of things. What you're asking about is price elasticity, effectively, is what price do we have? La qualité de son provenant de cet intervenant n'est pas suffisante pour assurer l'interprétation. L'interprétation reprendra dès que la qualité de son le permettra. Pay more during high demand periods and less, and the objective there was, of course, to change behaviors. What we've learned out of all of that is you need roughly a doubling of the price from during the period that you want to move the demand, in other words, change the behavior to the low rate when you want people to move to. And so we have some sense of what price elasticity looks like in an essential service. And so maybe that starts to guide some of our thinking about fuel switching and other things. I'm going to just add two more points.
one of the challenges I've made to our governments at different levels, both municipal and provincial, is it seems ironic to me that the City of Toronto has a plan for net zero, which includes no natural gas in buildings. And they've had that plan while they've approved 500 new buildings that exceed 50 stories high. So when politicians are getting serious, when they stop approving buildings that are getting permitted with natural gas heating, the very thing that they say they want to move away from. And so the first level of this stop bad behaviors is we got to stop approving things that are inconsistent with our plan. The second thing I would say is I think we should begin to look at things like gasoline engine advertising the same way that we looked at tobacco sales 30 years ago. We decided that we were going to prevent the new sort of stream of cigarette smokers by taking away the sort of sexy imaging and advertising, and we were going to put the realities of what that product is. How's a gasoline engine any different? Maybe this is big and bold, but maybe things like gasoline advertising, the sports car racing through the mountain, building that new generation of gasoline engine user should be in fact seen as a product we no longer want to support. On the incentive side, maybe we'll come back to this when I give you my Vancouver Island experience, but I think that we should decouple the cost of electricity at the meter in order to shape the demand. So what I mean by decouple is right now, if you incur $1, you recover $1. When I say decouple, is let's go through a period of decoupling where we actually drive price such that it drives the demand for change so that people can actually predict the value of the conversion and actually receive a reasonable payback on those dollars. Anyway, those are a couple of quick comments. I'll just add. Je vais juste ajouter quelques observations. Le financement des lignes de transmission au sein d'une province. Et il faut des fonds, en fait, à l'échelle canadienne, mais c'est quand même limité. Il y a 2 aspects à ce défi pour les lignes de transmission. On ne peut pas faire ces changements à la rapidité nécessaire. Il y a aussi un défi politique au niveau provincial. Nous savons que les gens constatent les changements dans leurs factures électriques et ils répondent plus rapidement à ces changements que de les constater ailleurs dans leurs impôts. Donc, avoir un système qui coûte moins pourrait être utile si on fait justement le calcul avec le système actuel et si on a plus d'énergie renouvelable, il y aurait des barrières entre le point A et le point B. Mais d'offrir ce financement pourrait être une bonne solution. Sorry, my computer screen. Désolée, on voyait mon écran. Parfait, c'est revenu. J'ai 3 questions à poser. Si j'ai un peu de temps, je donnerai les questions de la sénatrice Cohen aussi. Comment pouvons-nous mettre en place ce dont vous avez parlé? Vous avez parlé de l'importance de l'investissement public. Monsieur Haynes a suggéré $1 billion et, en toute honnêteté, je n'ai aucune idée de ce que ça représente. Je comprends ce que représente $10, mais $1 billion, c'est beaucoup. C'est plus flou pour moi. Je crois que l'augmentation de 10 à 30 % dans la tarification est plus claire. Alors, je me demandais si on pouvait augmenter les impôts ou
redistribuer certains fonds et je crois que ça pourrait être une façon de fonctionner. Ce type de dépenses et d'investissement nécessitera un soutien public. On demandera aux gens d'investir et nous aurons besoin de leur soutien. Nous avons traversé la COVID et nous avons pu voir ce que le manque de compréhension du système de santé et de la santé elle-même a causé. Ça nous a empêché d'avoir une réponse robuste en termes de santé publique et ça m'amène à mes 3 questions. Quel genre de messages ou de mesures doivent être mises en place pour nous assurer qu'on puisse avoir le soutien du public? Avec qui devons-nous communiquer et comment devons-nous générer cette compréhension au sein du public? Ma deuxième question, quel serait le rôle des partenaires privés? Le chemin de fer national a été construit sous un tel partenariat. Alors, je me demandais ce à quoi ça aurait l'air. Et finalement, ma 3e question sera la plus difficile. Nous vivons dans un environnement qui est de plus en plus polarisé sur le niveau politique. Nous devons pourtant nous unir pour faire ces importants investissements. Alors, voici mes questions et j'aimerais entendre vos réponses. La qualité du son provenant de cet intervenant n'est pas suffisante pour assurer l'interprétation. L'interprétation reprendra dès que la qualité du son le permettra. That the world cannot sustain 2+ degrees, and therefore what we have to talk about is the how, not the if. So that would be one point. What I will encourage you with is that as we do our some of our customer feedback loops when we go through the rate making process, what we find is it takes a little while to get the general customer mix to understand. But once they understand, they actually buy into a degree of rate increase when they understand where it's going and the value for it and the offsets. And so there is hope there that we actually aren't heading down a journey that simply can't be achieved. And so there, without a doubt, I said earlier that we need to have this conversation at the beginning of the journey, not when the panic button is about to get pushed. Regarding the how that you asked about, Toronto Hydro as an example, we contract out around 90% of our construction today, 90. So in essence, we are already there. Why do you do these things? Well, they bring capital and they bring skills and efficiencies, and so we're already doing that, and I think that will be the model of how the actual build happens. It's not going to be utilities are going to start ramping up massive amounts of new resources per se. So that's a little about the how. The final thing that we haven't talked about yet, and maybe again a little bit of hope on the horizon, is when you look at this model that's priced out over a period of time, the problem you have is a reasonably short period of time problem, about 20 years, where the investments are going in and the revenue isn't coming yet. But optimistically, as the revenue comes, you actually see rates lowered. So it goes through a curve, so that in fact the additional revenues that come on from these heating and transportation volumes actually contribute to a lowering of the bill over time. But here's the last political message I would suggest. This is not about the rate of electricity. This is about the cost of energy to a household or a business. So while your electricity bill went up, your gasoline bill went down. And in fact, what we see right now is, say, in an EV situation where a car is gasoline today and they convert to electricity to an EV, your household spend actually goes down to the point where you're almost having your cost of electricity.
it sort of sounds, unbelievable, but it is. You save about $2,000 a year in gasoline. Your average bill in a residential home in Toronto is $150 a month. And so our messaging has got to be about the cost of energy, the cost of lifestyle, and not the cost of electricity specifically. Anyway, a couple of thoughts. I'll add just a couple from J'ai également quelques éléments à dire. En Alberta, on fait également face à un système électrique où il n'y a pas assez de réglementation. Il y a eu des investissements de 4 milliards de dollars au cours des dernières années et qui ont été alloués à des projets. Ça s'est passé dans des régions où on n'avait pas nécessairement accès aux lignes électriques plus fonctionnelles. On essaie de le rendre plus disponible. Nous pouvons également essayer de réduire les coûts en travaillant au niveau de la demande du système électrique. Caroline l'a mentionné lors de ses commentaires. Ça demande d'avoir une nouvelle façon d'interagir avec les clients. Je crois que ça relève principalement des provinces. Un de mes collègues à l'université a fait des expériences très intéressantes auprès des clients des services électriques et il y a également de plus gros enjeux au niveau de la demande, tout particulièrement puisque les véhicules électriques sont de plus en plus populaires. Et ça se produit à l'échelle du système. On se retrouve avec des heures de production qui coûtent très cher. Finalement, lorsqu'on parle d'abordabilité, je crois qu'il est important de penser à la distribution. Comme l'a dit Anthony, certaines personnes pourront profiter de cette transition vers les véhicules électriques. Par contre, ce ne sera pas tout le monde qui pourra en profiter à court terme. Alors, je crois que c'est ce qui est important au niveau de l'élaboration des politiques. Nous ne voulons pas nécessairement seulement réduire les coûts en général, mais nous voulons nous assurer que l'abordabilité est également soutenue pendant cette transition. Je serai très brève, mais je vais renchérir sur ce qu'ont dit mes collègues. Je vais répondre à votre deuxième et à votre troisième question en même temps. Comment obtenir ce soutien et comment échapper à cette division politique? Je suis d'accord avec Anthony. Il ne faut pas oublier l'autre côté. Nous dépensons beaucoup d'argent au niveau de l'énergie, mais nous économisons beaucoup au niveau des carburants fossiles. Alors, on se retrouve avec un prix qui est très difficile à prédire. Nous devons parler des économies réalisées par le fait de cesser l'utilisation des énergies fossiles. Au final, les Canadiens auraient moins à dépenser dans une économie plus verte puisqu'on ne dépenserait plus pour les énergies fossiles. Je crois qu'on devrait mettre de l'avant l'argument de la concurrence internationale. Le Canada est déjà en avance au niveau du réseau électrique. Les États-Unis ont mis en place des lois pour envisager un futur carboneutre. Au Canada, on veut investir dans notre système énergétique pour attirer les gens. Même si quelqu'un ne se préoccupe pas de l'environnement, le fait de ne pas investir dans l'énergie propre nuira à notre niveau de concurrence à ce niveau. Merci beaucoup. Merci pour ces réponses très polies. C'est très apprécié.
J'essaie d'en parler sur la colline. Vous avez mentionné des éléments très importants. Nous avons besoin d'entretenir cette communication pour préparer le public avant de se jeter dans des solutions. Évidemment, nous manquons de temps. Il y a beaucoup de questions sur l'énergie nucléaire. Il y en a également sur les lignes de transmission provinciales et fédérales. Je crois qu'on pourrait peut-être entretenir une autre discussion sur l'énergie nucléaire. Nous devons maintenant conclure. Et avant de finir, j'aimerais remercier Sarah Marty qui travaille au bureau de Mary. Elle nous quittera à la fin du mois pour travailler sur son doctorat. Alors, bonne chance à Sarah. Tout le monde qui a un doctorat comprend que c'est beaucoup d'investissement en termes de temps et d'efforts. Vous serez superbe et nous sommes reconnaissants de tout le travail que vous avez fait. Nous ne serions pas en mesure de faire tout ça sans vous. J'ai vu que vous avez écrit Sarah et je vais vous gêner un moment. Pouvez-vous activer votre vidéo pour qu'on puisse vous saluer? La voilà. Merci beaucoup. Vous avez été génial. Merci beaucoup. Une fois que vous aurez ce doctorat, vous n'avez qu'à revenir ici et nous aurons hâte de retravailler avec vous. Ce sera fantastique. Au nom de la sénatrice Coyle et de moi-même, nous pouvons conclure cette séance en remerciant nos invités. Alors, nous devrions peut-être les inviter à comparaître pendant 6 jours chacun. J'ai appris beaucoup. Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'il me reste à apprendre. C'est comme si on ne faisait que prendre le glaçage sur un gâteau, mais en réalité, on doit tout prendre. Alors, merci à tous et on se verra en chambre bientôt. Merci beaucoup.